Alors donc je vous disais, comme je suis spécialiste de l'architecture industrielle, en fait mon sujet de thèse à moi porte sur l'industrialisation de la Côte Vermeille. C'est-à-dire comment est-ce que le 19e, et plutôt la fin du 19e, a complètement bouleversé les modes de vie, d'occupation des sols et de production. Donc sur les 4 villages que compose la Côte Vermeille. Alors les 4 villages, Collioure, Port-Ventre, Bagnum, Cerbère. Alors ça, je vous en parlerai vendredi prochain, puisque donc vendredi prochain, cette fois-ci à la salle Novelty à 18h, je ferai une conférence, cette fois-ci sur... non, c'est pas salle Novelty, c'est pas 18h. Ah d'accord, ok, le trésorier refuse, je coûte trop cher. Alors donc, vendredi 18h, salle Novelty, donc je viendrai vous exposer un petit peu l'avancée de mon travail de thèse et je vous expliquerai l'arrivée de l'électricité sur la Côte Vermeille. C'est-à-dire comment est-ce que les villages ont eu un éclairage public à l'huile, ensuite au gaz, et puis ensuite on est passé à l'électricité. Donc c'est vrai que ça peut paraître bizarre que j'arrive comme ça et que je vienne vous parler de Mayol. Tiens donc. Qu'est-ce qui s'est passé? Décidément. Il veut pas aujourd'hui, hein, je sais pas. Je n'ai pas dû assez le payer. Voilà. Donc, voilà. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de Mayol? Tout simplement parce que j'étudie la Côte Vermeille des années 1830 jusqu'aux années 1930. Alors forcément, je vais trouver Mayol. Mayol est né à Bagnum-sur-Mer en 1861, il est mort en 1944, toujours à Bagnum-sur-Mer. Donc forcément, je le croise. Alors je ne l'étudie pas, puisque ça ne fait pas partie de mon sujet de thèse, mais il me reste quand même difficile de ne pas m'y intéresser. Hein, forcément. Et c'est comme ça qu'en discutant avec Alice, eh bien, on s'est aperçu que moi, avec mon côté Mayol, elle avec son travail sur les sculptures, donc sous la Troisième République, on avait peut-être moyen de confronter un petit peu ce qu'on avait trouvé, d'essayer de vous livrer donc, le produit de nos cogitos intenses. Alors donc vous le voyez, Aristide Mayol, très jolie photo parue dans Life. Hein. Donc comme je vous le disais, il est né en 1861. Vas-y, Jean-Louis. Donc il est né en 1861, il est mort en 1944. Alors j'aimerais vous le présenter en 2 parties, on va faire ça, on va essayer d'être quand même assez concis et rapide. Hein. Donc dans une première partie, je vous présenterai l'homme, hein, c'est-à-dire donc sa biographie très rapide, en 10 dates. Je vous parlerai aussi de ses influences artistiques, alors là on ne va pas rentrer dans le détail parce que Mayol a été très influencé. Donc on va faire vraiment dans les grandes lignes. Et ensuite on va s'intéresser plus particulièrement au monument aux morts, ce qui nous intéresse aujourd'hui, où on verra donc la douleur de Céré. Vous en avez d'ailleurs une esquisse ici qu'on nous a prêtée très gentiment. Et ensuite donc nous verrons le monument de Bagnum, ça forcément le monument de Bagnum-sur-Mer. Et ça je vous expliquerai. Alors donc on va commencer par l'homme et l'artiste. Vas-y, je t'en prie. Rapide biographie en 10 dates. Alors vous le voyez, en 1861, eh bien, Aristide est né à Bagnum-sur-Mer. Hein, alors, il est né... Si tu veux revenir, s'il te plaît. Pardon, si tu veux revenir, s'il te plaît. Merci. Donc en fait, il est né dans ce quartier-là, hein, dans l'actuelle rue Mayol. Hein, on connaît tous cette maison, la maison Figuier, qui se trouve dans le quartier du Poudanquel. Alors donc, en 1881, il part de Bagnum, s'il a 20 ans, et lui aussi va aller s'inscrire aux Beaux-Arts, comme Raymond Sudre, qui le fera quelques années plus tard. Donc ici, c'est un ami à lui qui l'appelle dans les années 1880. Et donc en 1891, 10 ans plus tard, il est diplômé. Et donc pour sortir de l'école des Beaux-Arts, eh bien, il décide d'être peintre. Hein, parce que Mayol a toujours rêvé d'être peintre. En fait, la sculpture est quelque chose à laquelle il viendra très tard, on va le voir. Et il aurait toujours préféré être reconnu comme peintre plutôt que comme sculpteur. Donc il est diplômé et il va rejoindre un groupe d'avant-gardistes qu'on appelle les Nabis. Alors je ne sais pas si vous les connaissez parce que autant on peut connaître les impressionnistes, on va connaître, il y a tout un tas d'efforts aussi qu'on connaît, mais les Nabis on les connaît moins. Pourquoi? Parce que les Nabis n'ont pas de caractéristiques picturales propres. Quand vous voyez un tableau cubiste, vous savez qu'il est cubiste. Quand vous voyez un tableau impressionniste, vous savez qu'il est impressionniste. Quand vous voyez un tableau pointilliste, vous savez qu'il est pointilliste. Quand vous regardez un tableau Nabis, c'est pas forcément évident. Alors chez les Nabis, on a des gens comme Pierre Bonnard, qu'on appelle le Nabis japonisant. On a, qui c'est qu'on a encore Vuillard, exact. Donc on a comme ça tout un tas d'artistes qui ont marqué la peinture du début du XXe siècle. Alors, non, justement, on va le voir parce que Gauguin n'est pas Nabis, mais il inspire les Nabis. Ce qui n'est pas la même chose, c'est comme Pierre Bouilly de Chavannes. Et ça, on va le voir tout à l'heure. Alors, l'idée des Nabis, c'est quoi? C'est tout simplement de représenter, non pas la réalité, comme veulent le faire les impressionnistes. Les impressionnistes, ils veulent représenter la réalité de la lumière. Voilà, c'est quand même assez, comment dire... c'est tout un programme, hein, représenter la réalité de la lumière. Alors que chez les Nabis, non. D'abord, Nabis, en hébreu, ça veut dire prophète. Bon, déjà, se nommer prophète,
C'est une chose assez intéressante et ça en dit long sur l'idée de ce mouvement. Alors ce mouvement-là, ce n'est pas de représenter la réalité, mais bien d'essayer de nous faire ressentir les émotions qu'on pourrait avoir au contact de la réalité. C'est-à-dire qu'on est là sur une peinture qui n'est pas une peinture horizontale, mais une peinture verticale, c'est-à-dire transcendante. Il faut arriver à l'idée en elle-même. C'est un petit peu ce que va faire Matisse, vous savez quand il fait, Magritte, pardon. Vous savez quand il fait ce tableau qu'on connaît tous, qui s'appelle La trahison des images, où il y a une belle pipe qui est dessinée, et où en dessous, M. Magritte a marqué « Ceci n'est pas une pipe ». Ah ben là, on arrive au bout de ce mouvement qui a été initié par les nabis. Alors que veut nous dire Magritte avec ce tableau? Tout simplement nous dire, mais ce n'est que la représentation d'un objet, ce n'est pas l'objet en lui-même. Comme il le disait, quand je suis devant ce tableau, cette pipe, je ne peux pas la prendre, je ne peux pas la bourrer, je ne peux pas l'allumer, je ne peux pas la fumer. Ce n'est que la représentation d'une pipe, ce n'est pas une pipe. Et bien là, vous avez le début, hein, c'est-à-dire qu'on essaie de représenter, non pas la réalité, mais ce qu'elle peut engendrer comme émotion chez le sujet. Alors, en 1894, Aristide va revenir s'installer à Banyuls. Et donc, il se réinstalle dans la maison familiale. Et donc, en dessous, je perds la machine à laver. Donc, c'est toujours intéressant. Donc, en dessous, donc, au rez-de-chaussée, au rez-de-jardin, on va dire, quand on connaît la maison, eh bien, il va installer un atelier de tapisserie. Voilà. Et là, il va commencer à produire des œuvres. Vous en avez une ici, on la reverra tout à l'heure parce qu'elle est très intéressante. Alors, le problème qui va se passer, c'est que Mayol, donc, en fait, d'abord, il aime les belles matières. Donc, il va aller chercher des matières pour tisser qui sont relativement chères. Seulement, le prix de ces œuvres n'arrive que rarement à couvrir le prix d'achat des matières premières. Bon, donc déjà, ça pose problème. Et ensuite, Mayol a une ophtalmie, c'est-à-dire qu'il a un problème aux yeux. Et que le simple fait de travailler comme ça sur des travaux qui sont aussi minutieux fait qu'il commence à perdre la vue. Et ça, forcément, vous imaginez bien que pour un peintre perdre la vue, c'est pas possible. Donc c'est comme ça que... Alors, vas-y Jean-Louis, entre-temps, eh bien, il va rencontrer la fille du boulanger de Banyuls, qui s'appelle Clotilde de Narcisse, qui va embaucher comme femme de ménage, il va en tomber amoureux, il va l'épouser en 1896. Et donc avec ces problèmes d'argent, eh bien, le couple Mayol, en 1898, met la clé sous la porte et repart s'installer à Paris. Alors là, Mayol se cherche un petit peu, hein, puisqu'il n'arrive pas à percer en peinture, alors que ses amis, eux, commencent à être connus et reconnus. Et donc il va commencer à sculpter. Dès les années 1895, il se lance un peu dans la sculpture, et c'est comme ça qu'en 1901, eh bien, c'est le début de sa consécration dans sa qualité de sculpteur. Donc là, ce que vous voyez, c'est l'une de ses premières œuvres sculptées qui se trouve aujourd'hui au Louvre. Et en fait, c'est une rondelle d'olivier, hein, qu'il est venu sculpter. Vous voyez que là, on est on va dire dans la belle époque. Hein. Là, on est vraiment, on se croirait chez Bourdelle. Ça, on le verra tout à l'heure. Alors, 1904, avec l'argent qu'il a réussi à faire, maintenant qu'il est connu et reconnu comme artiste, eh bien, il va aller s'acheter une maison dans la région parisienne, à Marly-le-Roi. Et donc, de 1904 à 1914, eh bien, le couple Mayol va passer ses hivers à Banyuls, parce qu'Aristide supporte mal la chaleur, et ses étés à Marly-le-Roi. Alors, il va connaître quelques problèmes en 1914, et c'est comme ça qu'il va décider de vendre sa maison et de venir se réinstaller définitivement à Banyuls. Alors, les gens de Banyuls savent très bien qu'il y a eu plusieurs ateliers dans Banyuls, j'en ai compté 3 pour l'instant. Il y en avait un au Puig, il y en avait un au Miramar, donc il en avait un petit peu partout, il a un peu bougé, jusqu'au moment où il a fini par se fixer dans la vallée de la Roume, 4, hein, c'est ça. Donc il a fini par se fixer dans la vallée de la Roume, hein, c'est l'actuel musée Mayol. Et donc, 1944, eh bien, Mayol meurt à Banyuls-sur-Mer, il se fait enterrer donc, dans la vallée de la Roume, et ce que vous voyez là, c'est sa tombe avec bien sûr dessus sa sculpture la plus connue, la Méditerranée, qui a été réalisée en 1904. Alors maintenant, on va voir très rapidement ses influences artistiques. Alors, Aristide, donc vous le voyez à 20 ans, le peintre qu'il a toujours admiré, qu'il admirera tout au long de sa vie, c'est Paul Cézanne. Pour Mayol, le plus grand représentant de la peinture, ça reste Paul Cézanne, et ça le restera toute sa vie. Alors vous voyez, il a 20 ans, hein, c'est le moment où il part à Paris, très influencé par Cézanne. Ensuite, donc, il va découvrir Gauguin. Alors ici, bien sûr, hein, ça c'est la montagne Sainte-Victoire vue par Cézanne. Ça c'est la jeune fille à l'ombrelle faite par Aristide Mayol, dans les années 1890. Ici, on a Paul Gauguin, la lutte de Jacob avec l'ange. Et ici, c'est la Vérousse. Hein, c'est-à-dire que Mayol, quand il revient en 1880, donc c'est pendant un retour, du moins quand il revient voir sa mère, en 1891, et bien pour remercier la Vérousse qui quelque part aussi le finance de temps en temps quand il est à Paris, et bien il va le peindre en portrait. Hein. Ensuite, donc, il est aussi très influencé par Auguste Renoir et en particulier toute sa période donc, de baigneuse.
tout ce qu'on appelle la période raphaélique de Renoir. Donc vous voyez ici une baigneuse de Renoir, et ici on voit une baigneuse de Mayol. Ensuite, il est influencé, donc là, il commence à avoir ses 30 ans, c'est-à-dire qu'il est diplômé, c'est le moment où il rentre chez les Nabis, et là, il est très influencé par un certain Pierre Puvis de Chavannes. Alors, moins connu, celui-là, en histoire de l'art. Alors, c'est un art où, là aussi, quelque part, c'est l'idée, avec Pierre Puvis de Chavannes, eh bien, de retrouver la pureté de l'être primitif. Là, on est vraiment dans le bon sauvage de Rousseau, c'est-à-dire, en gros, l'idée, c'était de dire, voilà, quelque part, la société qu'auront les hommes, et lorsque les hommes vivaient en bonne entente, en clan, tout se passait bien. Donc il y a cette idée quelque part de revenir à la pureté originelle de l'homme, hors bien sûr de toute cette pollution que constitue la société. Donc on est là aussi dans un mouvement de pensée que nous on comprend mal aujourd'hui, mais qui traverse comme ça un petit peu cette fin de 19e siècle. Et on va retrouver beaucoup de choses chez Mayol, d'inspiration de chez Puvis de Chavannes. Alors ensuite, il intègre le mouvement Nabis. Alors ce tableau, il est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne sait pas si cette jeune fille est en train de se baigner ou si elle se noie. Hein? On a du mal à comprendre ce qui se passe. Pourquoi? Tout simplement parce que Mayol a bougé les cadrages. C'est-à-dire que normalement, quand vous vous baignez, si jamais vous vous baignez, je vous dessine, je vais voir un corps qui est à la verticale et je vais voir arriver une vague qui est à l'horizontale. Ben là, vous avez ni horizontale ni verticale. C'est comme ça qu'on ne sait pas très bien en fait si cette jeune femme est en train de se protéger parce qu'une vague un peu plus grosse que les autres arrive et va l'éclabousser, ou si elle est carrément en train de se noyer. Hein? Et c'est ça un petit peu l'idée Nabis. Vous voyez, je ne représente pas la réalité d'une jeune femme qui va se baigner. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que je vais pouvoir provoquer, juste en bougeant. Vous voyez, ici le corps normalement devrait être à la verticale et il est en oblique. Donc comment est-ce qu'en bougeant simplement une perspective, on arrive à rendre un effet totalement différent. Ensuite, Mayol va beaucoup s'intéresser au japonisme. Alors pendant 2 siècles, le Japon a été complètement fermé sur l'extérieur et progressivement il commence à s'ouvrir. Et alors là, eh bien, on a toujours pareil, des marchands qui commencent à aller au Japon et puis qui nous envoient des choses, de la vaisselle, des objets. Et pour entourer cette vaisselle et ces objets, eh bien, ils prennent, vous savez, ce papier-là d'emballage en fait. Et sur ces papiers d'emballage, eh bien, on a imprimé des estampes. Et c'est comme ça en fait que les artistes vont découvrir tout ce travail d'estampes qui avait été fait durant les 16e et les 17e siècles, 18e aussi, au Japon. Et Mayol va beaucoup s'en inspirer. Quand on voit celui-là, la baigneuse, et qu'on voit tout le travail ici, c'est censé être la mer avec des vagues. Quand on voit tout le travail, on a vraiment l'impression de se retrouver devant une estampe, et en particulier la vague d'Okusai. Je ne sais pas si vous voyez cette vague géante là, avec le mont Fuji en fond. Donc Mayol s'est très très inspiré de ça. Vous voyez aussi, là on est encore dans sa trentaine. Et on arrive à 40 ans, je vous l'ai dit, au moment où il commence à être reconnu en tant que sculpteur. Et là, il va devenir l'élève d'un certain Antoine Bourdelle, qui est un grand sculpteur aussi. Peu connu, moins connu que Rodin hélas, mais pourtant qui a aussi un travail tout aussi intéressant. Et c'est là qu'il va commencer à affirmer son style. Et son style, c'est ce que vous avez là. C'est la Vénus à la pomme, qui date de 1901 ou 1912, si je ne dis pas de bêtises. Donc vous voyez ces courbes pleines, ces corps qui sont statiques, contrairement à Bourdelle et à Rodin. C'est toujours ce qui m'a intéressé chez Mayol, c'est-à-dire que quand vous avez le penseur de Rodin, vous avez un homme qui est assis, il est normalement statique, il est en train de réfléchir. Seulement comme tous ses muscles sont saillants, et que la position dans laquelle l'a mise Rodin est une position instable, on a l'impression qu'il va se lever. Hein? Alors que chez Mayol, les statues qui sont censées être en mouvement, elles sont statiques. Il ne sait pas, du moins, c'est pas qu'il ne sait pas, c'est qu'il ne veut pas représenter le mouvement. On est sur des statues qui sont statiques. D'ailleurs, il y a un critique qui lui dira « Mayol, j'aime bien vos statues parce qu'elles sont silencieuses, elles n'ont rien à dire. Hein? » C'est un peu ça, Mayol. Et ensuite, donc, il va découvrir la sculpture symboliste. Alors, vous voyez, Nabis, symbolisme, hein, on est toujours là-dedans, dans cette idée de ne pas représenter la réalité même des choses, mais ce qu'on pourrait en faire ressentir. Et donc, Mayol, en fait, commence à être connu à cette période-là. Donc vous voyez que cet homme en fait a beaucoup travaillé, s'est beaucoup inspiré, et je ne vous ai pas tout mis, je vous ai mis vraiment que les plus, on va dire les plus importants là. Donc vous voyez que c'est un homme qui s'est beaucoup cherché avant de se trouver. Ça aussi, ça forge un caractère. C'est-à-dire que vous le verrez tout à l'heure, Mayol et Sudre n'ont pas du tout eu la même reconnaissance. Donc à partir de là, ils ne peuvent pas proposer les mêmes œuvres. Alors maintenant, on va parler plus précisément des monuments aux morts. Alors,
Les monuments aux morts, Mayol, il n'en a pas fait beaucoup, mais dans le département, je dis bien dans le département, il en a fait 4. On connaît tous. Alors en 1921, il fait cette statue qui s'appelle Pomone, et il l'a fait pour la ville d'Aisne. Ensuite, en 1922, il va faire la douleur, cette fois-ci qui est à Serré. En 1923, il va nous faire la victoire de Port-Vendre, hein, qui est d'ailleurs en très très mauvais état, parce que si vous regardez, il lui manque des morceaux aux pieds et il lui manque carrément les 2 avant-bras. Hein. Et donc enfin, en 1933, donc vous voyez que le nôtre, il est quand même relativement jeune. Donc en 1933, eh bien, il va nous faire le monument de Bagnols-sur-Mer. Alors sur tous ces 4 monuments, moi je vais vous en parler de 2. Pourquoi? Parce que c'est à mon avis ce qui semble le plus simple pour évoquer le travail de Mayol. Alors vous avez donc la douleur de Serré de 1922 et le monument de Bagnols de 1933. Alors, la douleur de Serré ou la sculpture symboliste. Alors Mayol est quelqu'un qui déjà a travaillé sur la statue hommage. Alors en 1908, si je ne dis pas de bêtises, il y a Georges Clemenceau qui vient voir Mayol et qui lui dit voilà, on a monté un cercle, le cercle des amis de Blanqui. Alors Blanqui, c'est qui? C'est un révolutionnaire de gauche. Hein. D'ailleurs, c'est Lénine qui dira de lui il est dommage que Blanqui était en prison, parce qu'il a passé sa vie en prison, bien entendu, hein, prisonnier politique. Donc il a dit c'est dommage que Blanqui ait été en prison au moment de la Commune de Paris, autrement les événements se seraient passés de manière différente. Ah. Voilà. Alors, non, alors Blanqui, il crée Clemenceau et d'autres gens qui représentent, on va dire, la gauche républicaine, créent un cercle, les amis de Blanqui, et ils veulent faire une statue pour lui rendre hommage. Et c'est là que Clemenceau vient voir Mayol. Donc Mayol l'écoute et lui dit écoutez, ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais vous faire un beau cul de femme. Et ce sera l'action enchaînée. Alors bien sûr, Clemenceau sourit et lui dit allez, banco, on y va. Et c'est là donc qu'il va représenter une jeune femme nue. Alors, entre nous soit dit, c'est Madame Mayol. C'est là où on voit que quand même elle devait être assez... Elle avait l'habitude de monter la montagne, quoi, comme ça, parce qu'on voit qu'elle est quand même bien charpentée au niveau du bassin. Donc, en fait, cette jeune femme, on la voit, donc elle est comme ça, elle a les mains qui sont prises dans le dos, et on voit qu'elle est en train d'avancer. Et c'est ce mouvement-là. Et donc, comment rendre hommage à un homme avec une femme nue? Ça peut paraître bizarre. Et non, parce qu'en fait, Mayol, ce qu'il fait, c'est qu'il ne représente pas Blanqui. Il aurait pu faire un portrait de Blanqui. Ah, il aurait pu faire un gisant, il aurait pu faire un portrait, il aurait pu faire un buste. Non. Il décide de symboliser l'action de Blanqui. On est toujours dans l'idée de symbole, on ne représente pas la réalité. Alors la guerre, c'est quoi, Alice? Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, la guerre, c'est des morts. C'est la première guerre où on va commencer à utiliser tout un tas d'arsenal qu'on n'avait pas avant. Hein, c'est la mort en grande masse. Donc, on va revoir revenir toutes ces gueules cassées. Et bien sûr, un nombre incalculable de morts. Je crois que c'est 1 300 000 morts sur la totalité des armées engagées. C'est énorme. C'est énorme. En France, voilà, merci. 1,3 million en France, c'est énorme. Je crois qu'on peut compter sur les doigts d'une main les villages, justement, qui n'ont pas de monument aux morts. Je veux dire, il y a quelques rares villages qui n'ont perdu aucun de leurs enfants. Alors, nous en plus ici on est dans le sud, mais j'imagine bien du côté de Verdun, il y a des villages entiers qui ont disparu sous les bombardements et qui n'ont jamais été reconstruits. Il y a encore des maires, des gens qui sont maires de communes fantômes. Sur le chemin des dames aussi. Voilà, hein, il y a tout un tas de villages comme ça qui ont disparu, c'est un véritable traumatisme. Surtout qu'on avait dit à ces gens, mais attendez, mais on est beaucoup plus fort qu'eux. Ça veut dire que ces gens qui sont partis à la guerre depuis les années 1870, grâce à l'école et hussards noirs de la République, on leur explique qu'il faut prendre de la revanche depuis 70-71, hein, et puis on va les battre, les Boches, les Schleux, qui nous ont piqué l'Alsace-Lorraine, etc. Bon, alors imaginez, quoi, ces gens sont partis, comme le disait Alice, à la fleur au fusil, en disant ça va durer 6 mois, 4 ans après, c'est une véritable hécatombe. Alors, petit aparté. Donc, l'association, du moins le comité bagnoulin de l'association Le Souvenir Français, donc, est en train, depuis le mois de janvier, de préparer une exposition, et ça sur l'idée de Jean-Louis, donc merci Jean-Louis. Alors l'idée, ce sera, vas-y, alors vous voyez, elle se déroulera du 22 au 26 juillet 2015, elle se déroulera dans le jardin de la mairie, et donc là, Jean-Louis nous expliquera, en fait, un petit peu les morts de 1915. Alors l'idée, c'est de faire une exposition tous les ans,
Alors on n'a pas fait 1914, désolé, on n'était pas prêt à temps. Donc tous les ans, on va refaire une exposition. Alors il y aura quelques panneaux, on va dire, qui vont expliquer le contexte de la guerre. Mais après le reste donc va se focaliser sur les, comment s'appelle ça, les bagnoulins qui ont trouvé la mort durant le conflit. Et là donc on va traiter bien sûr de ceux qui sont morts en 1915. Donc là aussi, on voit des parcours de vie. Et c'est assez intéressant de voir aussi que tout le monde ne fait pas la même guerre. Eh non, tout le monde ne fait pas la même guerre. En fonction du régiment dans lequel, du moins du corps d'armée déjà dans lequel vous êtes envoyé, du régiment dans lequel vous allez, vous ne pouvez pas faire la même guerre. Par exemple, mon arrière-grand-père, donc Jean Coste, qui lui est de la classe de 18, donc issu, il devance l'appel, il part en 17, il part 6 mois avant. Donc, lui, il va être sur des, puisqu'il est marin, forcément, il va être donc sur des bateaux, donc des anciens transporteurs de troupes qui sont devenus des navires hôpitaux. Et il va sillonner, il va partir de Toulon, il va faire Bizerte en Tunisie, il va aller en Grèce et il va aller jusqu'à Constantinople. Constantinople, pardon. Ah, donc, je ne dis pas que c'est pas dangereux, mais c'est pas le chemin des dames. Et c'est pas Verdun non plus. Donc vous allez voir que tous les gens qui ont été engagés dans la guerre n'ont pas fait la même, forcément. Et ça, on le verra grâce à Jean-Louis durant l'exposition. Et ensuite, donc, Jean-Pierre a dit une exposition. Donc Jean-Pierre, notre président, Jean-Pierre Oretsch, nous a dit une expo, oui, mais quand même, il faut aussi penser à se restaurer. Et c'est comme ça, donc, le samedi 26 juillet, hein, on fera la fête comme en 1915. Donc ça, c'est sur la place, ça se passera sur la place du Puy-Delmas. Donc il a prévu une ovale, comme en 1915, un repas comme en 1915, il a retrouvé les vieilles recettes. Hein. Donc je peux vous dire qu'en dessert, on aura du melimato. Et ensuite il y aura un petit bal. Voilà. Hein. Donc ça sera, ça, je vous dis, le 26 juillet 2015. Ce sera à la place du Puy-Delmas, et ceux qui veulent retenir donc, leur place, eh bien, sont invités à le faire ou auprès de Jean-Louis, ou auprès d'André, ou auprès de Jean-Pierre. Alors, revenons à ce qu'on disait, la guerre. Voilà, donc ça, c'est la guerre. Alors, imaginez, ces poilus qui rentrent, après 18, ces poilus qui ont écrit durant toute la guerre, et qu'est-ce qu'on leur met comme monument aux morts? La douleur. Ça ne rentre pas dans le cadre de ce qu'on attendrait. Hein? On s'est tous promenés dans des villages, on a tous vu des monuments aux morts. C'est quoi des monuments aux morts? Bien souvent, c'est des poilus. Bien souvent, il y a des armes. Mais là, non. Là, qu'est-ce qu'on voit? Alors, vous voyez ici, vous avez l'esquisse, hein, c'était le travail préparatoire donc, que Mayol avait fait, parce qu'il a fait plusieurs travaux préparatoires. Alors, je le prends, je le montre, pour ceux qui sont au fond. Je fais attention. Vous voyez? Ah, travail qui est exécuté au fusain, où on voit bien les traits, en fait, hein, où on voit qu'il cherche ce mouvement. Hein, où on voit bien qu'il essaie de trouver le mouvement qui va animer la statue, même si elle reste quand même relativement statique. Alors, c'est vrai qu'on ne s'attendrait pas à ça. Imaginez, vous êtes maire d'un village, d'accord? Vous avez quelques-uns de vos administrés qui sont morts, vous en avez qui reviennent, qui sont quand même pas mal abîmés, assez traumatisés. Donc vous mettez en jeu de l'argent public, l'argent de vos administrés pour faire construire un monument aux morts et on vous fait ça. Ben des fois ça passe pas. Ben oui, parce qu'on ne s'y attend pas. Pourquoi? Parce que, comment expliquer, d'un côté il y a la douleur d'avoir perdu un être cher. Mais d'un autre côté on se dit si cet être cher on l'a perdu pour rien. Est-ce que ça valait vraiment le coup? Donc quelque part il faut flatter la victoire. Ils ne sont pas morts pour rien ces jeunes. On ne peut pas se dire j'ai perdu mon fils ou j'ai perdu mon mari pour rien. Il faut bien qu'il y ait une compensation. Donc c'est pour ça qu'on va voir autant de poilus victorieux, parce qu'il faut bien leur dire à ces gens qu'ils n'ont pas perdu la vie en vain. Et là d'un coup on vous met quoi? On vous met une femme éplorée. Et c'est là où on voit que Mayol il casse encore les codes. Mayol c'est pas quelqu'un qui va suivre les codes. Ça ne l'intéresse pas ça. Lui il est ailleurs. Et quand on fait appel à Mayol, on ne lui dit pas voilà monsieur Mayol je voudrais ça, ça et ça. Non, 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 non. Aristide il a une idée. Et il la suit. C'est d'ailleurs comme ça qu'il va proposer la victoire à Port-Vendre. Seulement au départ, quand il la propose, elle est nue. C'est la jeune fille allongée qu'on a au bord de mer. Comprenez aussi le maire de Port-Vendre, quoi. Comment rendre l'appareil, comment rendre hommage? Alors, rendre hommage à Auguste Blanqui avec une femme nue, bon, dans les milieux parisiens, bourgeois, éduqués, ça pouvait passer. Mais rendre hommage à des soldats morts par une femme nue dans un port de pêche à Port-Vendre, non, ça passe pas. C'est pas possible ça. Hein. Donc qu'est-ce qu'il va faire Mayol? Il va la draper à l'antique. Hein. Alors, il lui met un drap, il la drape à l'antique, il lui met une couronne de laurier, et voilà, c'est devenu la victoire. Hein.
Mayol, il est difficile, c'est pas un artiste à qui vous dites voilà, moi je veux ça, voilà le cahier des charges, vous faites ça, ça, ça et ça, et puis c'est tout. Non, non, lui il choisit. Après vous devez le suivre. Ouais, c'est un peu comme Gaudi. Gaudi est un architecte qui a quand même mis un nombre incalculable de fois ses commanditaires au tribunal. Hein, parce qu'ils le prennent comme architecte, au bout d'un moment, il lui dit oh là, attendez, monsieur Gaudi, on n'est plus d'accord. Il dit oh, moi j'ai le papier signé. Hein. Et donc il est mis au tribunal, et les gens ils sont obligés de payer pour quelque chose qu'ils n'aiment plus. Voilà. Mayol, c'est un peu ça aussi. Hein, Mayol, il fait ce qu'il veut. Alors, Mayol, alors ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un des spécialistes de Mayol. Il dit, et c'est pas péjoratif, hein, il dit Mayol, dans sa vie, il a eu une seule bonne idée. Alors, c'est vrai que vu comme ça, on pourrait se dire oui, mais non, mais attention, il faut l'avoir, la bonne idée. Ben oui, il y a combien de gens qui l'ont jamais eu? Ben lui, au moins, il l'a eu. Il en a eu une. C'est déjà pas mal. J'aimerais en avoir la moitié de la sienne. Donc, alors, cette bonne idée, c'est quoi? C'est ce que vous avez sous les yeux. Donc, vous voyez, c'est cette tapisserie que je vous ai fait voir tout à l'heure. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut voir la tête, qui est un peu penchée. On peut voir le bras, qui tombe. Et on voit ici, donc, une jambe qui allonge pas trop, hein, mais elle commence à être repliée. Regardez la Méditerranée. La tête qui est penchée. Le bras, cette fois-ci, au lieu de le mettre là, il l'a ramené sur la tête. Et regardez ici, le bras, ici. Là. Et on voit ici la jambe. Regardez la douleur desserrée. La tête qui est penchée, le bras. La seule chose ici, c'est qu'elle a les deux jambes qui sont assises. C'est toujours la même chose. Mayol recycle. Toujours la même bonne idée. Alors ensuite, ce qui est intéressant dans ces monuments, je vous ai mis les 4, hein, c'est que, comme je vous le disais, comment dire, ça manque d'hommes. Hein, vous ne trouvez pas? On parle de la guerre et on voit que des femmes. Il n'y en a qu'un d'homme, celui qu'on a ici sur Banyuls, c'est Capataz. Hein. Alors, c'est quand même quel athlète, il avait 40 ans à ce moment-là. Alors, maçon, comme quoi, hein, porter des blocs, faire monter des murs, ça aide. Hein. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, vous le voyez, hein, c'est que ça manque d'hommes. Et le seul homme qu'on a ici, il ne bouge pas. C'est le seul qui n'a pas d'expression. Alors, on a Pomone, ici. Alors, Pomone, c'est quoi? C'est la déesse des premiers fruits et légumes à Rome. Alors, ça aussi, on est à Aisne, quoi. On est dans un village de maraîchers, vous croyez qu'ils connaissent Pomone? Pas nombreux à connaître Pomone, quoi. Alors, peut-être les élus locaux, les bourgeois de la ville, mais bon, pour le maraîcher du coin, Pomone, ça lui dit rien, quoi. Hein? Lui, il voit juste une femme habillée à l'antique, et encore, je suis pas sûr que l'antique, ça leur dise quelque chose. Donc, du coup, on leur balance Pomone, d'accord, ok. Alors, Pomone, c'est la déesse des premiers fruits et des légumes à Rome. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après cette hécatombe, eh bien, c'est une nouvelle génération de Français qui va venir. Et qui va, bien sûr, faire la grandeur de la France, etc. Donc, ça se comprend bien. Mais vous voyez bien que c'est fait pour un public érudit. C'est pas fait pour monsieur et madame tout le monde au 19e, du moins, début 20e, pardon. Ensuite, on a la douleur. Alors là, la douleur, on voit qu'il a changé un petit peu d'optique. Hein. Là, on n'est plus dans l'érudition. De toute façon, la sculpture, on s'appelle la douleur ou la pleureuse. Je veux dire, on a compris. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement une femme. Alors, de ce bras-là, en fait, elle tient un papier. Et on se doute bien de ce qu'il doit y avoir sur ce papier, vu l'attitude qu'elle a. Elle vient sûrement d'apprendre la mort de quelqu'un qui lui était cher. Tout simplement. Et en plus, comme Mayol l'a mis sur un piédestal qui est quand même très grand, quand on arrive, on est dominé par la statue, on est dominé par cette douleur. Et c'est vrai que quand on est au pied, on la ressent. Hein, on peut se mettre à la place de cette femme. C'est là où c'est intelligent, c'est-à-dire que quand on dit « Mayol, vos statues n'ont rien à dire », ben non, elle ne projette rien sur nous, c'est nous qu'on projette sur elle. Et c'est pour ça qu'il est intemporel. Parce qu'encore dans 200 ans, les gens souffriront, hélas. Donc ils la comprendront, cette statue. Par contre, pour moi, je ne suis pas sûr. Donc ensuite, on a cette fameuse victoire. Je vous ai expliqué un petit peu l'histoire de la victoire, mais là aussi, c'est une jeune femme. Donc oui, certes, elle représente la victoire, mais c'est une femme. Et ici, comme je vous le disais, donc on a d'abord ces deux femmes qui sont éplorées, la vieille et la jeune. On a ensuite ces trois femmes qui arrivent, je vous l'expliquerai tout à l'heure, je vous expliquerai un petit peu ce que ça représente. Donc ce qu'on voit en fait, c'est que le seul qui ne bouge pas, c'est lui. C'est le seul homme. Ce qui veut dire qu'en fait, Mayol, ce qu'il nous offre là, comme point de vue, c'est pas le point de vue des soldats, c'est pas le point de vue de la France, c'est le point de vue de l'arrière. Pourquoi? Parce qu'en 1920, au moins 1914, Mayol c'est déjà un vieux monsieur. Il n'est pas mobilisable lui, il est né en 1861. Donc en fait, lui il est resté derrière. Alors,
Attention, parce qu'il a eu un fils, Lucien, qu'on connaît mieux sous le nom de Cricri. Donc lui, par contre, Lucien, il est parti à la guerre. Il en est revenu sans problème. Mais lui, il est parti alors. On imagine, comment dire, l'angoisse d'un père pour son fils parti à la guerre, et une guerre aussi meurtrière. Donc en fait, ce qui nous donne Mayol comme point de vue sur la guerre, c'est le point de vue de l'arrière, le point de vue des femmes. C'est pour ça qu'il y a aussi peu d'hommes. D'abord, il y a déjà très peu d'hommes dans sa sculpturographie, je crois qu'on dit. Donc dans toute son œuvre sculpturale, même picturale, il n'y a quasiment pas d'hommes. Alors, moi j'en ai compté des hommes, j'en ai compté 4, que je ne dise pas de bêtises, il y en a un ici. Il y en a un qui s'appelle le cycliste. Oui. D'ailleurs, on dit un homme, mais bon, vu la position qu'il a de contraposto, et vu cette pose un peu, bon, voilà, des fois on se demande. Et puis en plus, bon, il y a tout un problème autour de cette statue parce que ça représente l'amant d'un de ses mécènes, donc tout le monde le sait, voilà, lui il joue là-dessus, bon. Mais ça reste quand même un corps d'homme. Ensuite, il y en a un qui s'appelle l'Amour, c'est un bas-relief, c'est une gravure où on voit un homme et une femme qui s'enlacent. Et le quatrième, c'est le buste de Rodin, qu'il a fait, non pas de Rodin, de Cézanne. Il a fait un buste de Cézanne. Donc, en fait, Mayol, il fait très peu d'hommes. La seule chose qui nous intéresse, c'est les femmes. Et on voit bien que là, c'est le point de vue des femmes qu'il a adopté. Et c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il ne s'intéresse pas qu'à la plastique de la femme. Pour lui, la femme, c'est autre chose que le plaisir de représenter un corps féminin. Ça va au-delà. La femme, c'est quoi? La femme, c'est la République. On disait bien en France que le roi, c'était le papa. Ben oui. Par exemple, quand Henri IV arrive et qu'il fait des remontrances au Parlement, parce que lui, il a pris des lois et que les parlements ne veulent pas les ratifier, eh bien, il se rend dans chaque parlement de province et il vient et il fait son siège. Et là, il admoneste ses administrés parce que ce sont ses enfants. Donc, le roi, c'est le papa. Mais du moment qu'on est passé à la République, c'est maman. De toute façon, pour la représenter, la République, on a pris qui? On a pris une femme, Marianne. Ben oui. Et ne dit-on pas que la République garde toujours les bras ouverts pour ses enfants? La République, c'est maman. Et Mayol, il colle, il est totalement à ça, quoi. Voilà, donc on est, vous voyez, encore dans une représentation, c'est ça le symbolisme. C'est-à-dire que avec une forme, j'essaie d'amener à autre chose. Donc, vous le voyez, hein. Donc on voit bien qu'il a repris le modèle, et puis surtout on voit bien ce point de vue féminin. Alors maintenant on va parler du monument aux morts de Bagnols-sur-Mer. Alors là, bizarrement, il dit que pour le monument aux morts, de Bagnols-sur-Mer, il a voulu faire œuvre d'architecte. Bon, je me pose des questions, je me dis tiens, voilà le monument aux morts, ça c'est dans les années 1930, hein, l'île Grosse, donc on voit bien ici l'île, et on voit le monument qui est juste là. Je me dis, il a fait œuvre d'architecte, je ne comprends pas. Mais maintenant je regarde, je fais une vue de dessus, donc j'ai la mer qui entoure bien sûr, j'ai ce chemin, et j'ai l'île, avec bien sûr le monument aux morts qui se trouve ici. Et là, en réfléchissant un peu, ce modèle-là, je le connais. C'est le Tholos, ce qu'on appelle le Tholos, c'est-à-dire c'est un temple rond en Grèce. Alors en fait, ce qui fait Mayol, alors mais attention, hein, c'est la représentation qu'Aristide Mayol s'en fait, on est bien d'accord, c'est pas un archéologue, hein, c'est un artiste, il s'inspire. Donc il nous le dit lui-même, hein, quand il a pris, vous savez que notre monument aux morts, il est bleu. Quand on regarde, la pierre est bleue. Pourquoi? Parce que Mayol l'a choisi pour qu'elle rentre en réflexion avec le bleu du ciel et le bleu de la mer. Parce que c'est une des rares statues qu'il savait exactement où poser. D'habitude, quand il fait des statues, les gens lui achètent. Bon, des fois, il sait où elles vont être, des fois, il ne sait pas. Mais au moins, celle-là, il le savait. D'ailleurs, il a lutté longtemps pour qu'elle soit à l'île Grosse. Parce que les maires n'étaient pas toujours tous d'accord avec le projet. Donc, il fait une réinterprétation de l'Antiquité. C'est-à-dire qu'il va utiliser cette île Grosse qui lui paraît ronde, et donc il va la transformer en temple républicain. Alors ça, vous voyez, c'est le retable de la cathédrale Saint-Jean de Perpignan. Alors un retable, ça veut dire quoi? Ça veut dire rétro-tabula. Rétro derrière, tabula, la table, l'autel. Rétro-tabula, ça veut dire ce qu'il y a derrière l'autel. Alors ça apparaît au gothique. Pourquoi au gothique? Parce qu'au gothique, on a tendance à faire des églises, vous savez, ces églises sont très hautes, très grandes. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, pris par la masse, vous ne voyez plus l'officiant. Ben ouais, le curé, il est tout petit, là, au milieu de ce grand espace. Alors nous, aujourd'hui, en plus, on a des lunettes, mais imaginez à l'époque. Pas d'électricité, il s'éclaire avec des flambeaux, des gens qui voient plus ou moins bien.
pour arriver à voir le prêtre, c'était pas gagné. Alors c'est comme ça qu'on va focaliser le regard des fidèles et on va faire donc ces grands retables. Ça c'est un retable religieux, on est bien d'accord. Hein, et là vous avez un retable laïque. Vous connaissez celui-là? Celui-là c'est celui de Perpignan. Exact. Hein, c'est le monument départemental. Le monument départemental. Il se trouve à Perpignan, au palais des Congrès. Hein, alors celui-là il est intéressant. Alors, il y a plusieurs autres éléments que je ne vous ai pas mis pour pas non plus trop rentrer dans les détails. Mais ici en fait vous avez 3 étages. Alors le premier étage vous avez une jeune femme, un vigneron et un maraîcher. C'est-à-dire la population du département. En gros, hein, il représente la population du département. Au-dessus, vous avez des femmes qui arrivent et qui sont voilées, et vous avez aussi un vieil homme qui arrive avec un jeune enfant. Donc là aussi, on comprend bien ce que c'est, hein. Ce sont les survivants, ceux qui sont restés à l'arrière. Et au-dessus, qu'est-ce qu'on a? On a 2 anges qui viennent couronner de laurier, un soldat. Donc vous voyez, ça fonctionne exactement comme un retable, c'est pareil. La seule chose, c'est qu'on a enlevé le symbole religieux pour à la place mettre un symbole laïque. Et regardez celui-là. Ben oui, c'est celui de Banyuls. Mais là, toujours pareil, Mayol, les codes, ça ne l'intéresse pas. Un retable, normalement, je vous l'ai dit pourquoi c'est faire, donc il faut qu'il soit en hauteur. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben lui, le mal, non. Ben oui, parce que forcément, dès qu'il y a un modèle, ça ne va pas. Mais ça marche exactement de la même manière. Donc ici c'est un retable, pourquoi? Parce que devant, alors plus aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui bien sûr il n'est plus sur l'île Grosse, hein, maintenant il est juste là derrière, sur la place d'Inaberni, mais tous les 11 novembre se déroule une cérémonie. Et où se tient normalement, où devrait se tenir normalement le maire, lorsqu'il fait ses discours ainsi que les officiels, il devrait se tenir devant le retable, comme le fait le prêtre durant l'office. Alors, tout à l'heure, Alice vous parlait donc de cette loi de 1919. Eh bien, cette loi de 1919 doit beaucoup à ce monsieur, que vous ne connaissez sûrement pas, et qui s'appelle François-Xavier Niesen. C'est vrai qu'il n'est pas connu, et pourtant, c'est grâce à lui que nous sommes réunis ici aujourd'hui. Alors, ce monsieur, donc, né dans les années 60, 1860, dans le Bas-Rhin. Alors, forcément, avec l'annexion de l'Alsace-Lorraine en 1871, donc il y a beaucoup d'habitants de ces régions qui vont décider de rester français malgré tout, comme les Schneider par exemple du Creusot. Donc c'est pour ça qu'il faut les appeler les Schneider et pas les Schneider, les Itiennes. Donc il y a beaucoup de gens qui vont s'expatrier pour rester français, et c'est le cas de François-Xavier Niesen. Mais quand même, comme ça lui arrive bien sûr de revenir voir sa famille dans le Bas-Rhin, il s'aperçoit que toutes les Toussaint, il y a des Alsaciennes, donc habillées en alsacienne, hein, avec leur troupe d'alsacienne là, qui vont aller fleurir et mettre des cocardes sur les tombes des Français qui sont morts durant le conflit de 1870-71. Et donc ça lui donne une idée, et c'est comme ça que, aidé du député de la Meurthe-et-Moselle, eh bien ils vont fonder une association qui s'appelle le Souvenir Français, hein, créée en 1887, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, cette association a pour mission d'honorer la mémoire des soldats. Alors au début c'est que des soldats, maintenant c'est des soldats, bien entendu, hein, puisqu'il y en a. Donc des soldats. Alors au départ ils sont que français, puis ensuite ça va être étendu aux soldats, donc à tous les gens qui ont participé aux côtés de la France à des conflits et qui ont trouvé l'amour. Hein, c'est ça le but du Souvenir Français. Donc quand vous regardez tous les 11 novembre, vous verrez qu'il y a les dames qui viennent mettre des bleuets sur les tombes, donc dans les carrés militaires. Donc même si ces gens n'ont plus de famille, au moins une fois par an, l'association comment ça s'appelle ça, vient feuiller leur tombe. Ensuite, donc, il y a aussi tout un travail qui a été entrepris par Jean-Pierre et Jean-Louis, ce sont les 2 généalogistes, en particulier Jean-Louis. Donc ils travaillent beaucoup à essayer de retrouver, savoir si tous nos soldats morts sont bien inscrits sur le monument aux morts, ce qui ne semble pas être le cas, je crois qu'il en manque 2 ou 3. Il en manque quelques-uns, pas beaucoup, mais hélas il en manque, donc tout le travail, eh bien, c'est voilà, de venir les faire inscrire. Ensuite, donc, il y a des tombes aussi qui, hélas, sont mal entretenues. Donc, je sais qu'il y a un partenariat avec la mairie et monsieur le maire le fait avec beaucoup de plaisir. Donc, il y a tout un travail aussi de réhabilitation des tombes. Donc, il faut un peu les remettre, pour certaines, il faut un peu les retaper. Donc, ça, c'est tout le travail du Souvenir Français. Et je tiens à dire que le Souvenir Français, c'est 400 000 personnes en France qui sont toutes bénévoles. Hein, c'est le principe même du bénévolat.
Alors donc en 1920, vous voyez le général Weygand, alors là en 14, hein, quand il est encore jeune, après pendant la Seconde Guerre mondiale ils sont un peu plus âgés forcément. Donc en 1920, le général Weygand nous dit que on a la création de la tombe du soldat inconnu, la fameuse flamme, on en connaît, la fameuse flamme. Et donc pour lui, cette tombe, eh bien c'est la tombe du fils que toutes les mères ont perdu. C'est ça l'idée, hein, vas-y. Et donc c'est comme ça que sous l'arc de triomphe, eh bien, on va mettre cette flamme qui brûle éternellement et qu'on va faire ça à un soldat. Alors on l'appelle le soldat inconnu parce que l'idée c'était ça, quoi. On se moque complètement des grades, on se moque complètement des rangs. Ce qui compte c'est que c'est un soldat français et il représente tous ceux qui sont morts pour la France. Alors justement, Mayol, tout à l'heure on disait ouais, il n'y a que des représentations de femmes, mais il a parfaitement compris ça. Cette idée de le soldat inconnu, c'est le fils que toutes les mères ont perdu. Alors on va essayer d'expliquer un peu. Alors déjà, vous voyez ici, donc, on a cet homme, alors c'est vrai que c'était Capataz, hein, c'était un maçon de Bagnoux, qui lui a servi de modèle. Et d'ailleurs, il y a des vieux qui m'ont dit, je lui dis, mais Capataz, tout ça, alors ils disaient, oui, quand Capataz il arrivait, on disait, ah, planquez vos femmes, Capataz arrive. Donc, alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous voyez, d'abord, on distingue quasiment pas l'arme qu'il tient, il a un glaive. Hein, contrairement, il n'a pas un fusil Lebel, il n'a pas... Non, non. Lui, il a un glaive, il est en antique. D'ailleurs, il est nu. Hein, c'est un héros antique. Hein, alors, et puis elle est là, elle est cachée. Pas trop. Bon. Ensuite, il a un casque. Mais le casque, je suis incapable de vous dire si c'est un casque français, un casque anglais, un casque allemand. On s'en fout. Il a un casque parce que ça symbolise les soldats. Ça ne va pas plus loin que ça. C'est tout. Vous verrez tout à l'heure avec Alice que Sudre, il ne marche pas du tout pareil, lui. Hein. Parce qu'il y a le casque adrien, il y a eu plusieurs modèles de casques, ça a changé tout au long de l'armée. Mayol, il s'en fout. Le casque, ça représente le soldat, basta. Hein? Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit ici une jeune femme qui est assise et qui est confortée par une vieille femme. Donc là, on imagine bien une mère et une fille qui viennent de perdre un fils, une mère et une fille, la perte d'un beau-fils, peut-être la perte d'un père aussi, puisqu'il y a quand même des hommes assez âgés qui se sont aussi engagés dans le conflit. Donc, on voit bien que là, on est comme dans la douleur de serrer. Hein. On est à ce moment-là intime, on est dans le moment intime hein, où on apprend à l'arrière la mort de celui qui était parti. Et là, de ce côté, on voit arriver ces trois femmes. Alors, ces trois femmes, elles sont assez intéressantes. Hein. D'abord, parce qu'on le voit mal ici sur la photo, mais vous avez qu'à faire 20 mètres, vous le verrez en sortant. Elles ont des chaussures années 1930. Hein, donc très belles chaussures en 1930, par contre elles sont bien l'antique. Hein, ça aussi c'est Mayol, on joue toujours avec les codes et les modèles. Alors selon l'interprétation généralement admise, ces trois femmes seraient des pleureuses. Alors c'est vrai que dans dans la culture méditerranéenne, les pleureuses ça existe, donc oui ça ne me choque pas. Maintenant moi ce qui m'intéresse aussi c'est que ces femmes sont reliées, elles sont trois, elles sont reliées entre elles par des couronnes de laurier. Et ça moi, trois femmes, couronne de laurier, ça m'évoque aussi les parcs. Alors, c'est assez intéressant de voir, et je ne suis pas une spécialiste de l'Antiquité, hein, mais c'est assez intéressant de voir que chaque grande civilisation a eu ce triptyque féminin. Alors chez les Celtes, on les appelle les Nornes. Ce sont ces trois femmes qui sont des fileuses. Chez les Grecs, on les appelle... les Nornes chez les Romains, chez les Grecs, on les appelle... Les Pythies, non. Les, pardon? Les Pythies. Non, pas la Pythie, non. Ça me reviendra. Non, les Parques, c'est romain. Voilà, les Parques, c'est romain. Donc, les Grecs, ils les ont aussi. Maintenant, je suis désolé, le nom ne me reviendra pas. Et chez les Romains, vous les retrouvez aussi. Donc, il y a quelque chose avec cette trinité féminine de fileuses. Hein, et quelque chose, je veux dire, qui va au-delà de la culture. Hein, qui vraiment, là, on rentre dans l'humain qui vit avec l'humain. Et donc, en fait, j'ai l'impression que ce sont les trois parcs. Alors, les trois parcs, ce sont ces trois femmes qui président à la destinée des hommes. Hein. Donc, on a la première qui tisse le fil, du moins qui extrait le fil. La seconde, eh bien, c'est celle qui va dérouler le fil de la vie. Et la troisième, bien sûr, celle qui le coupe. Et donc, on va se retrouver un petit peu comme on avait vu tout à l'heure avec le monument de Gustave Viollet de Perpignan, le monument départemental, où donc, en fait, ce sont ces trois déesses qui viennent diviniser, qui viennent chercher le soldat mort pour le diviniser. C'est l'essence même du héros. Donc vous voyez qu'on retrouve exactement ce que disait le général Weygand, c'est le fils qui a perdu toutes les mères, qu'ont perdu toutes les mères. Et c'est là-dessus que je m'arrête et que je laisse la parole à Alice. Après avoir parlé de Mayol que vous connaissez bien, moi je vais vous parler de Raymond Sudre qui est un sculpteur oublié,
puisqu'il est perpignanais et il a été oublié au fur et à mesure du temps, quelques années après son décès. Donc voilà, la deuxième partie va se dérouler comme ça. Donc première partie, mais qui est Raymond Sudre? Petit rappel biographique sur sa personne. Deuxième partie, un sculpteur académique face à la guerre 14-18. On va voir pourquoi je l'appelle sculpteur académique. Et troisième partie, Raymond Sudre, un artiste méconnu. Et je vais vous expliquer les raisons de son oubli. Parce que c'est important de savoir qui il est, mais c'est aussi important de savoir pourquoi il a été oublié. Donc voilà, on continue. Donc voilà Monsieur Sudre. Donc Raymond Sudre est né en 1870, le 29 octobre à 3h du matin précisément, à Perpignan, de sa mère Marguerite Borte et de son père Raymond Sudre. Donc son père était marbrier à Perpignan et il était connu pour être un statuaire. Statuaire, c'est-à-dire c'était les personnes qui étaient payées pour réaliser les tombes privées, les retables dans les églises, etc. Et il décède en 1962 à Paris. Donc de 1870 à 1962, il y a 92 ans, dont 72 ans de production. Donc c'est quand même quelqu'un qui a énormément travaillé. Donc il naît à Perpignan, il aura un frère Eugène Sudre qui va aussi participer à l'élaboration de quelques monuments aux morts avec lui, mais son frère restera à Perpignan et deviendra simple marbrier et reprendra l'atelier paternel. Donc Raymond Sudre est à l'inverse de Mayol. À l'inverse de Mayol, lui, veut être peintre. Voilà. Non, pardon. Est sculpteur et à la fin est peintre. Voilà. Donc c'est-à-dire que il devient peintre à la fin de sa vie, à l'inverse de Mayol. Voilà. Donc, dans les années 1889, il est subventionné par la région et par le département pour aller faire ses études aux Beaux-Arts de Paris. Et ce ne sera pas le seul, puisque Mayol aussi sera subventionné par la région. Et on voit que c'est vraiment un phénomène intéressant parce que les régions subventionnent leurs jeunes artistes pour aller faire leurs études aux Beaux-Arts de Paris. Donc Raymond Sudre, et qui aime énormément sa région, mais qui voit quand même qu'il est assez limité au niveau de la formation académique, il décide de s'inscrire aux Beaux-Arts de Paris. Alors, dans un premier temps, il va s'inscrire à l'école du soir de l'école décorative, des arts décoratifs, puis après il rentrera en 1890 aux Beaux-Arts. Quand il rentre aux Beaux-Arts, il rentre dans l'atelier d'Alexandre Falguière et Antonin Mercier, qui sont deux maîtres qui sont aux Beaux-Arts, qui viennent de l'école de Toulouse. Puis, il va s'affairer à l'école des Beaux-Arts. Il ne va pas être le seul jeune des provinces qui va rentrer dans le moule de l'Académie des Beaux-Arts. Et il va petit à petit modeler son art comme celui des institutions. C'est-à-dire qu'en France, à cette période, il y avait un art officiel, un art qui était représenté pour le grand public et qui était sur les monuments officiels. Dans ce cadre-là, Raymond Sudre rentre, et c'est pour ça que je vais l'appeler l'artiste académique, puisqu'il rentre dans les cadres de l'académie. Quand il rentre dans l'atelier d'Alexandre Falguière et Antonin Mercier, il se confronte au néoclassicisme. Et qui dit néoclassicisme dit inspiration des formes antiques. Donc il va travailler sur les modèles de l'Antiquité, il va s'inspirer fortement de ces œuvres-là, et en 1900, il va passer le concours au prix de Rome à la Villa Médicis. Il va arriver second, pour un jeune Catalan arrivé second au prix de Rome, alors qu'il y avait quand même une liste énorme à Paris, c'est qu'il était quand même doué, on va dire. Voilà, donc son maître dira de lui d'ailleurs, Alexandre Falguière, que c'était quelqu'un d'exceptionnel et qu'il avait de bonnes dispositions à devenir un grand sculpteur. Bon, en 1900, se passe une longue carrière dont je ne vais pas vous raconter tous les tenants et les aboutissants parce qu'il y a énormément de choses. Et ce qui nous importe à nous, c'est qu'est-ce qui va se passer donc dans la deuxième partie, qui est un sculpteur académique face à la guerre 14-18. Donc Raymond Sudre, à l'âge d'être appelé, il sera appelé. Il y a très peu de... Alors, je n'ai pas retrouvé sa trace, juste un article de presse qui dit qu'il sera appelé, qu'il va se rendre dans les hôpitaux, qu'il va avoir ses gueules cassées, qu'il va être vraiment traumatisé par cette guerre.
Donc du coup, ce qui fait que, alors on ne sait pas si c'est ce traumatisme ou c'est parce qu'il est vraiment considéré comme un sculpteur officiel qui va faire que 12 monuments, vous avez mis en 5 ans, en 4 ans, même en 3 ans. Là. Alors, de 1920, qui va être la date fatidique de la création de ces monuments aux morts, là on en voit 1921, on voit celui de Mias de Palo del Vidre, après 1922, Bachas Cerbère, 1923, le Boulou Soret, 1924, Is-sur-Tête, Pia, Océja, Torres, Saint-Paul et Ginesta. Ce qui est quand même énorme, parce que c'est dans un très laps de temps, il va produire ces 12 monuments, c'est beaucoup. Alors, comment il a fait ? Tout simplement, il avait 2 ateliers de production, voire 3 qui fonctionnaient en même temps. Il avait un à Paris et un à Perpignan. Donc toutes les œuvres qu'il a créées dans le département ont été créées dans son atelier rue des Quarts d'Heure à Perpignan, qui est une rue, il y a encore, si vous vous baladez à Perpignan, la rue des Quarts d'Heure, elle est à côté de la Poste, il y a une grande maison jaune, il y a marqué Sud au sculpteur. Voilà, là c'était son atelier. Donc il a produit donc, tous ces monuments, ce qui en fait quand même un artiste qui est quand même au niveau régional assujetti à la commande des monuments aux morts. Voilà, donc on va passer. Et dans ces monuments aux morts, à la différence de Mayol, c'est des monuments aux morts très réalistes. Voilà, très réalistes, qui représentent beaucoup l'homme, le soldat. Et après, par contre, il aura une production aussi qui concernera les femmes. Mais ces femmes-là sont toujours des femmes qui sont dans l'esprit un peu combatif aussi. Mais l'esprit, vraiment, ce ne sera pas subjectif comme Mayol, ce sera vraiment réaliste. On pourra voir vraiment ce qui s'y représente. Vous vous présentez devant une statue de Raymond Sudre, vous savez tout de suite que qu'est-ce que c'est. Voilà. Donc nous avons le buste de poil de Mias, fait en 23, en bronze, voilà. Et donc on observe là, voilà, les bustes. Un buste caractéristique de Raymond Sudre, voilà. Et donc la caractéristique des bustes, c'est donc il a vraiment le vêtement militaire. Dire quel type de casque. Je ne suis pas spécialiste de l'habit militaire, moi je suis juste spécialiste de la sculpture et de la représentation sculpturale, mais donc dans les ouvrages etc. que j'ai pu consulter, donc on observe qu'il y a le casque d'Adrien Ier, qui est le casque d'infanterie, avec une visière, la jugulaire, un intérieur cuir, voilà, donc j'ai vu ça dans des ouvrages, après vous m'excuserez si c'est pas vraiment... voilà. Donc la capote du premier numéro, un vêtement militaire, le numéro du collet bleu horizon. Et en fait, on va voir que, je ne vous ai pas mis toutes ces œuvres, je vous ai mis juste ce buste-là, puisque toutes les bustes sont pareilles. Voilà, donc celui de Palo, de Bachas et Soret est pareil. La seule différence, c'est qu'il y en a un en bronze, il y en a un en granit, il y en a un en marbre, et il y en a un en une pierre calcaire. Voilà. Donc il y en a vraiment des différents. Et en fait, on va voir que, à la différence de Mayol, Raymond Sudre fait un art presque industriel, c'est-à-dire qu'il va représenter de manière systématique tout le temps la même chose, tout le temps les mêmes bustes, voilà. Mais bon, ça c'est l'art officiel, voilà. Ça c'est l'art qui fait que les artistes qui sortent de l'école des beaux-arts sont reconnus, qu'ils ont des commandes et qui peuvent survivre tout simplement, voilà. Donc nous avons un autre type de monument chez Raymond Sudre, c'est les statues. Et là, les statues, nous avons le poilu en entier, voilà. Là, il est sous un arc de triomphe, enfin, il passe dans l'arc de triomphe, il est armé, donc c'est un poilu en position victorieuse, voilà, puisque là, il est victorieux. Il n'est pas à terre, parce qu'on peut en voir certains, bon pas chez Raymond Sudre, mais certains à terre, dans les bras de femmes. Là, il est vraiment, voilà, en position de victoire, ce qui fait que les familles peuvent voir quand même, comme disait Christine, que le défunt n'est pas mort pour rien, qu'il est mort avec les honneurs, et qu'il est mort surtout... là, la représentation, elle est sans peur de la mort. Voilà, il passe ce pas-là, comme ça, d'un pas décidé. Et je crois même que lui sort une grenade de son vêtement. Donc il va faire le geste, voilà. Et donc il est sous un arc de triomphe. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les monuments aux morts de type académique, il y a des symboliques républicaines. Alors vous pouvez avoir le coq, mais vous avez la palme aussi victorieuse qui vient aussi de l'Antiquité. Donc ce que je vous disais, le style classique aussi qui revient.
Donc la couronne de laurier aussi, la couronne de fleurs qui est la couronne mortuaire. Il y a toujours ces inscriptions ici à nos enfants morts pour la patrie, aux enfants de tel village, voilà. Donc celui-ci est à Trouillas, voilà. Toujours en bronze, il y en a en bronze, il y en a en pierre, voilà, vous en avez plusieurs. Et donc ici on revient toujours aux caractéristiques qui est le même, les mêmes que, voilà, je vous ai mis quelques petites, pas explications, mais détails de son vêtement. Et donc on voit bien le casque Adrien Ier, la capote, un fusil, le numéro de collet bleu horizon, les bretelles de suspension, un ceinturon en cuir. Il y a sûrement plein d'autres détails dont je n'ai pas décrit mais qui sont vraiment représentés sur la sculpture. Donc le pantalon culotte bleu horizon représentatif de ce qu'était l'armée française, une partie. Et donc vous avez ici, bon, on se trouve à Cerbère, à Saint-Paul-à-Pied et à Ginesta, vous avez les mêmes. Voilà. Alors, il y a, pourquoi on retrouve les mêmes dans beaucoup de villages? Parce que ce qu'il existait à l'époque, donc Claire Garcia est une chercheuse qui travaille là-dessus, et elle a pu identifier des catalogues, c'est-à-dire que les communes faisaient appel à des catalogues où il y avait tel type de buste, avec tel cou, etc., tel type de statue, tel... Voilà. Ce sont des Oui, ce sont au niveau des fonderies, voilà. Au niveau des fonderies. Après, quand c'est du marbre, bien sûr, c'est taillé. Bon, là, oui. Là, après, moi, j'ai pas retrouvé de traces si l'œuvre de Raymond Sud est vraiment au niveau, a été fait comme ça au niveau industriel, mais très certainement au niveau des bustes, oui. Voilà. Parce qu'au niveau des poilus, il y a des modifications, voilà, dans la posture. Mais au niveau des bustes, non. Je pense que c'est toujours la même chose. Il est toujours tourné comme ça. Donc voilà. Donc, et puis vous avez la partie qui varie un peu, qui sont les allégories féminines. Alors, comme pour Mayol, nous avons les allégories féminines chez Raymond Sudre aussi, mais les femmes sont en action. Elles ne sont pas éplorées, elles ne sont pas tristes, elles sont en action. Et chez Raymond Sudre, la référence est ici aussi des femmes qui sont restées, mais des femmes qui ont tenu le pays pendant que les hommes étaient à la guerre. Parce que les femmes ont tenu les commerces, ont tenu la place de l'homme. Voilà. Elles ne sont pas allées au front, mais elles ont vécu la guerre au jour le jour. Voilà. Donc là, ici, nous avons une allégorie féminine qui est au boulot, qui est magnifique, en marbre. Et nous avons donc cette statue, donc elle porte aussi le drapé très néoclassique. Elle est en pas décidée aussi, on voit que la robe est en mouvement. Elle porte le casque aussi, parce qu'elle aussi elle a combattu, elle a perdu, mais elle a combattu, voilà, c'est sa façon de montrer. Et elle porte la couronne mortuaire, voilà. Donc c'est aussi une représentation de la mère, de la sœur, de la fille, de toutes les femmes qui ont été quand même très importantes, on peut le dire. Voilà. Et au niveau de ça, voilà, il y a donc des femmes qui sont casquées, drapées, armées. Il y a vous avez celle de Toreille qui est très intéressante. C'est une femme qui déroule un sabre. Donc elle a un sabre avec le casque. Donc on peut voir aussi que là elle est combative. Voilà. Donc île sur tête, Océja, et vous avez aussi à Toreille. Donc ce sont toutes des femmes. Voilà, c'est toujours réaliste. On voit bien que c'est une femme, on voit bien le drapé, puisque déjà c'est du marbre. Donc Raymond Sud taille avec le marteau et le burin, il taille lui-même ses œuvres. Donc tous les traits sont pensés, tous les traits sont précis et montrent véritablement le corps en dessous. Voilà, en dessous. En fait, il fait un peu la technique classique, puisqu'il monte à travers le drapé mouillé, cette technique-là, il montre le corps à travers le mouvement. C'est Athéna. Voilà, oui, ça peut être aussi une considération, oui, de ça. C'est aussi voilà. La dynamique. Voilà. Et donc, voilà, pour vous, je vous ai... Après, Raymond Sudre, c'est un artiste qu'il faut aller voir dans les communes. Si vous pouvez vous arrêter, vous êtes en voiture, vous allez au resto, vous êtes en train de visiter un peu, vous allez voir une de ses œuvres, un peu, parce qu'il y en a beaucoup en fait dans le département, donc vous pouvez aller voir. Après, il en a fait d'autres en Loire-Atlantique, et il en a fait aussi une à Paris, à Coubon, et comme Mayol, il est enterré sous l'un de ses monuments aux morts. Voilà. Il y a beaucoup d'artistes, je fais un petit aparté, il y a beaucoup d'artistes à cette époque qui, pour montrer
pour montrer qu'ils ont été sculpteurs, ou peut-être parce qu'ils étaient peut-être rassurés d'avoir une dernière demeure sous leur monument, sous une œuvre à eux. Ils représentaient, ils étaient enterrés sous l'un de leurs monuments. Voilà. Après, Raymond Sudre, si vous pouvez, il a une autre production, donc qui n'est pas du tout les monuments morts. Il a fait Montañas Regaladas, qui est au Square Birakem à Perpignan, qui représente une ode au Canigou, au Mont Canigou. Donc c'est un Catalan qui joue comme ça de la guitare en regardant le Canigou avec des fées qui descendent. Voilà, il a fait ça. Il a fait Elena qui est à l'hôtel Pams aussi, mais qui est à Carcassonne. Donc il a fait une autre production aussi qui est différente, mais aussi académique. Mais là, le sujet était donc les monuments morts. Et donc pourquoi cet artiste, s'il a eu des prix, puisqu'il a eu beaucoup de prix, il a été suivi par l'Indépendant pendant des années, on parlait de l'enfant du pays, etc. Pourquoi, à l'heure actuelle, on ne le connaît pas? Alors, ma recherche a trouvé plusieurs causes. Donc, d'un côté, son style. Son style est académique. À l'époque où il crée, il correspond à ce que les institutions veulent qu'il crée. Mais au fur et à mesure, il y a l'arrivée des avant-gardistes, il y a l'art qui change, et lui, il va continuer dans cette mouvance. Donc ça veut dire qu'il continue, il ne bouge pas, puisque c'est comme ça. Peut-être qu'il n'a pas le choix, peut-être qu'il n'a pas envie, peut-être qu'il ne sait pas faire autrement. Donc du coup, il va rester comme ça. Et comme l'être humain aime toujours, on le voit beaucoup, le changement à l'heure actuelle, toutes les nouveautés, voilà, c'est un peu comme les téléphones, comme tu en as un nouveau, on oublie le précédent, etc. Donc voilà, donc c'est la même chose pour Raymond Sudre. Ça peut être une des causes de son oubli. Le statut d'artiste officiel. Quand arrivent les artistes indépendants, lui, il est officiel. C'est-à-dire qu'il se met du côté des académies. Quand les artistes indépendants, non, vont contre cette académie. C'est pas ce qu'on appelle le style pompier. Non, c'est le style néoclassique académique. Voilà. C'est le style académique. En fait, ce qu'on appelle le style académique, c'est la représentation des monuments selon les bases qu'avaient imposées les Beaux-Arts de Paris. Donc, au niveau de l'artiste officiel, il va se confronter à des artistes qui sont indépendants. Donc, eux aussi, il y a peut-être une volonté de leur côté de le faire oublier. Après, il y a le régionalisme. Alors, ça va être peut-être un frein dans sa carrière, parce que quand il fait Montañas Regaladas, il va être considéré comme régionaliste. Donc dans ce mouvement de la Catalogne, et lui n'est pas du tout régionaliste. Lui, il va faire cette œuvre parce qu'il va remercier sa région d'une part de l'avoir subventionnée, parce qu'il y a Joseph Suzanne, un écrivain qui va dans un recueil qui va parler de lui en disant il n'a jamais oublié les couchers de soleil en regardant le Canigou, dans la plaine du Roussillon, etc. Donc il aime sa région, mais il n'est pas régionaliste, mais il va avoir des confusions au niveau national. Disparition progressive de sa production. Alors, chez Raymond Sudre, pour vous donner un exemple, dans les années 40, il va léguer au musée Rigaud une quarantaine d'œuvres. Il en existe actuellement 5. Où sont les autres? Voilà, la grande partie de sa production a disparu. J'en ai retrouvé sur des ventes aux enchères, j'en ai retrouvé dans les archives, mais j'en ai vu très peu. Voilà, et elles ont disparu. Le pourquoi elles ont disparu, pas les grandes œuvres, pas les monuments publics, parce que c'est très difficile à mon avis d'arracher un monument et de l'amener chez soi, mais Raymond Sudre a fait toute une série de petites statuettes qui ont disparu très certainement progressivement. Et on ne sait pas, c'est peut-être dans des bureaux, peut-être, on ne saura peut-être jamais. Et raison familiale, parce que Raymond Sudre n'a pas eu de descendants. Voilà, donc il dit pas de descendants, dit oubli progressif dans le temps. Et très certainement, il y a de la descendance du côté. Son frère non plus n'a pas eu d'enfant. Ils ont adopté plus ou moins un neveu, mais il n'y a pas vraiment eu de descendance. Donc, est-ce qu'il y avait un problème au niveau de la santé, etc. Je n'en sais rien, puisque la difficulté de Raymond Sudre, c'est qu'il n'y a rien sur lui. Il n'y a pas d'ouvrage. Tout le travail de recherche qui a été effectué, ce sont les archives. Voilà, ça a été 2 ans de recherche, de retracer des débuts de sa vie jusqu'à la fin, il n'y avait rien. Voilà. Donc, ce qui était intéressant de différencier ici, c'était de voir que Raymond Sudre était un artiste officiel qui a une grande reconnaissance, très rapide. Allez, il est 10 ans, tout de suite après la fin des Beaux-Arts, il est reconnu. Voilà.
Ça, c'est quand même assez exceptionnel. Il produit énormément, 72 ans de production, riche production. Il décède et rien, le néant. Alors que Mayol, lui, il met tellement de temps à être connu, il se cherche, comme l'a dit Christine, puis après il est reconnu, et il est reconnu, et là on ne l'oublie pas. Alors, est-ce qu'il y a des questions aussi de... Mayol était que d'avant-garde. Par son rendu, par le travail. Oui, mais vous avez... il a créé toute une... Oui, mais vous avez Carrier-Belleuse, vous en avez d'autres qui sont quand même considérés comme Alexandre Falguière aussi, et pourtant qui restent quand même dans le... C'était moins moderne dans la plastique, je veux dire. Voilà. Oui, mais justement, mais ils sont connus. Ils sont connus et reconnus, alors que Raymond Sud, lui qui a une carrière, a été oublié. Voilà, il est oublié. Donc je crois que c'est... Ouais, je sais pas si c'est la... Je crois que c'était la dernière. Voilà. Donc... Alors pour conclure rapidement, parce que c'est vrai qu'on a fait... Il faut bien l'avouer. Donc l'idée c'était de dire que vous voyez, on a là deux sculpteurs qui sont tous les deux de la région, qui ont tous les deux fait les mêmes études, hein, et qui ont tous les deux choisi des modèles de vie et de production qui sont totalement différents. Hein, donc, vous l'avez vu, Mayol, Sudre, lui, il y a un modèle officiel et puis il va s'y plier tout au long de sa vie. Et c'est vrai que ça fait un peu étrange quand on voit ses œuvres dans les années 1940, on a l'impression d'être encore dans les années 1880. Hein, c'est un petit peu étrange ce décalage très vite qu'il va avoir. Hein. C'est ça. Alors, contrairement à Mayol, qui lui au départ, ça a du mal à prendre parce que vous voyez, c'est un petit peu complexe, hein, mais aujourd'hui ça nous parle beaucoup plus. Pourquoi? Parce que Mayol, il va directement à l'émotion. Là, il ne cherche pas à solliciter le cerveau ni quoi que ce soit, on va directement au cœur. On ne cherche pas la réflexion, c'est pas ça qui m'intéresse. Hein. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on l'a vu, tous les deux utilisent l'allégorie féminine. Hein, que ce soit Mayol ou que ce soit Sudre. Et on voit que quand Sudre fait ses allégories féminines, je crois que c'est là où il est le meilleur. C'est là où il est le moins contraint. Par exemple, celui d'Ille, hein, le monument aux morts d'Ille, où en fait c'est une femme. On dirait qu'elle vole, hein, qu'elle est portée. Et elle a une bouche grande ouverte, elle a un cri qui est absolument horrible, on dirait le cri de Munch. Là, on voit cette femme qui crie comme ça, qui doit crier son désespoir sûrement. Hein. Et on voit que là, celui-là, il est bon. Quand on se met devant et qu'on voit cette femme comme ça, qui est déjà assez haut, hein, 6 mètres de hauteur, elle semble portée comme ça par des nues, hein, par des nuages, on ne sait pas trop. Là, il devient intéressant. Quand il sort comme ça de ces modèles, de ces choses très appliquées, qu'on lui demande, parce que c'est vrai, il y a aussi la demande des maires, il faut être clair. C'est-à-dire quand le maire il arrive et qu'il vous dit voilà, moi j'ai tant à mettre, et puis que vous avez des ouvriers à faire vivre, et que vous dites oui. Hein, contrairement à Mayol, lui il a choisi autre chose, c'est un autre mode de vie. Lequel des deux est le mieux, je ne sais pas. Je ne crois pas qu'il y ait à dire s'il y a mieux ou il n'y a pas mieux. Hein. C'est simplement deux hommes différents qui ont choisi des formes d'expression différentes. Il y en a un qui a été très connu et très reconnu en son temps et qui aujourd'hui, hélas, est oublié. Et il y en a un autre qui a eu un peu plus de mal à percer mais qui aujourd'hui reste universel. Alors pour terminer, j'aimerais vous dire donc, que si jamais ça vous intéresse, si vous voulez aller un petit peu plus loin sur Mayol, donc j'ai ici un petit bouquin que je peux vous dédicacer et vous vendre avec le plus grand des plaisirs. Et je vous remercie de votre attention.